Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode qui a vraiment tout changé dans la façon dont on aborde l'innovation, le design thinking. On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? Une idée qui a l'air géniale, un produit qui semble parfait sur le papier, et puis une fois lancé, c'est le flop total. C'est hyper frustrant, et c'est vraiment la cause de tellement d'échecs. Mais, et s'il existait une approche, un processus fait exprès pour éviter ça, pour être sûr que les idées qu'on développe répondent à de vrais besoins, bien avant de tout construire? C'est exactement cette promesse qu'on va explorer. Allez, on plonge dedans. Le design thinking, attention, c'est pas juste un buzzword de plus. Non, c'est bien plus que ça. C'est une vraie philosophie, une approche qui remet l'humain au cœur de tout le processus de création. Là, on a la définition classique de Tim Brown, un des grands noms du domaine. Et ce qui est super intéressant ici, c'est cette idée d'équilibre. Il dit bien que ça ne suffit pas d'avoir une idée de génie. Le vrai truc, c'est de trouver ce point de rencontre, ce sweet spot parfait, entre ce que les gens veulent vraiment, ce qu'on peut techniquement construire et ce qui est économiquement viable. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, que l'on soit pro ou étudiant, maîtriser ça change tout. On ne fait plus que suivre les instructions, on devient un vrai problem solver. Ça nous pousse à être plus curieux, à mieux bosser en équipe et surtout, ça c'est la clé, à transformer des idées un peu floues en prototypes bien réels qu'on peut tester tout de suite. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ça marche en pratique. C'est le cœur du réacteur. Le design thinking, ça tient sur 3 grands piliers. Et l'important, c'est de les garder toujours en équilibre. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a la désirabilité. Ça, c'est le côté humain. Est-ce que les gens en ont vraiment besoin? Est-ce que ça leur plaît? Ensuite, la faisabilité. Ça, c'est la technique. Est-ce qu'on a les moyens de le construire? Et enfin, la viabilité, le côté business. Est-ce que c'est rentable à long terme? Le truc à retenir, c'est qu'on ne peut en ignorer aucun. C'est un trio inséparable. Et c'est pile à l'intersection de ces 3 cercles que la magie opère. C'est là que l'innovation se trouve. Pensez-y, un produit peut être une prouesse technique, mais si personne n'en veut, il prendra la poussière. Une idée peut être super séduisante, mais si elle n'est pas rentable, l'aventure s'arrête vite. La vraie innovation, celle qui dure, elle est pile au milieu. Ok, assez de théorie, passons à la pratique. Comment ça se traduit dans le monde réel? Regardons quelques exemples concrets. Prenons le cas de l'agence Orange à Dakar. C'est un super exemple. Avec l'arrivée de l'iPhone, tout a changé. Ils ont compris que les clients ne venaient plus juste pour acheter un téléphone. Non, ils venaient pour apprendre à s'en servir, pour avoir de l'aide. Du coup, au lieu de juste changer les produits en rayon, ils ont tout repensé. L'agence est devenue un Orange Smart Store, un vrai lieu de service, d'apprentissage. On est passé d'un focus sur le produit à un focus sur l'expérience. C'est ça le design thinking. Et ça ne s'applique pas qu'aux grandes entreprises. Regardez ce projet Kairakasu au Sénégal. C'est un lave-mains intelligent. Mais cette idée, elle n'est pas sortie d'un labo. Elle vient de l'observation du terrain. Les gens utilisaient des méthodes qui gaspillaient beaucoup d'eau et n'étaient pas super hygiéniques. Donc la solution, ce n'était pas juste une question de technologie. Il fallait qu'elle soit désirable, que les gens aient envie de l'utiliser, qu'elle soit simple et qu'elle soit visible dans ce contexte très spécifique. Même logique pour le Smart Kiosque à Kigali, au Rwanda. C'est bien plus qu'une simple boutique. C'est une réponse directe à un besoin criant, la désirabilité, c'était l'accès à l'électricité pour recharger son téléphone, et à des services. La solution, un kiosque solaire, était techniquement possible, c'est la faisabilité, et ça crée un business model qui tenait la route pour le gérant, c'est la viabilité. Vous voyez, les 3 piliers sont là, parfaitement appliqués à la réalité de Kigali. Donc on le voit bien, ça marche. Le design thinking, ça donne des résultats concrets. Mais attention, pour que ça fonctionne, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une recette de cuisine, une liste d'étapes à cocher. C'est vraiment avant tout un état d'esprit à adopter. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce serait quoi? D'abord, tout part de l'humain, toujours. En se focalisant sur les vrais besoins, on ne fait pas que bricoler un truc qui existe déjà, non. On peut carrément créer de nouveaux marchés. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus révolutionnaire, on change complètement notre vision de l'échec. Cette phrase de Tim Brown, elle résume tout. Échouer tôt pour réussir plus vite. L'idée, elle est dingue mais tellement puissante. Le but n'est plus d'éviter à tout prix de se tromper. Au contraire, on intègre l'échec au processus. On fait des prototypes rapides, pas chers, on les teste et on apprend à une vitesse folle. Chaque raté n'est plus un échec. C'est une information précieuse qui nous guide vers la bonne solution. Et c'est sur cette idée que je voulais terminer. Quand on adopte cet état d'esprit, tout change. Un problème, une frustration d'un utilisateur, un défi complexe, ce n'est plus un mur, ça devient le point de départ de la prochaine innovation. La question la plus importante n'est plus « est-ce qu'on peut le construire ?», mais plutôt « est-ce qu'on doit le construire ?» pour les gens.